Salut les gosses, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on continue notre série sur Bubble, on va parler des back-end workflows et on va voir tout l'intérêt qu'ils ont dans vos applications. Ils permettent d'aller plus vite, ils permettent de moins faire attendre vos utilisateurs. Donc on va voir comment les utiliser. Si vous ne me connaissez pas, je suis Théo, un entrepreneur indépendant qui parle de no-code, de productivité et de soloprenariat. Si ça vous intéresse, pensez à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et sans plus attendre, on passe à la vidéo du jour sur les back-end workflows. Alors Monsieur Théo Schéma a fait un petit schéma pour vous montrer tout l'intérêt des back-end workflows. En fait, les back-end workflows, ils vont avoir comme principal intérêt de fluidifier l'expérience dans l'application. Parce que les workflows classiques, ils vont se dérouler sur la page où l'utilisateur est connecté. Et sur certaines actions, ça peut aller très vite et pas nécessiter des back-end workflows. Mais par expérience, je sais qu'il y a pas mal de cas d'usage où le temps d'attente peut être vraiment long et peut être frustrant pour les utilisateurs. Nous, on veut éviter ça. Donc, on va se servir des back-end workflows qui vont nous permettre d'aller mettre sur le serveur différentes actions. Donc là, en vert, ça va être un peu les actions qui vont se passer si vous utilisez une méthode classique sans back-end workflow. Et là, en bleu, ça va être si vous utilisez les back-end workflows. Donc la vraie différence, c'est que par exemple, sur ce workflow, on a 5 étapes. Donc par exemple, ici, on va inscrire une personne, on va envoyer un mail de confirmation, on va envoyer un call API, admettons, je ne sais pas, pour l'enregistrer sur un autre service. On va générer un PDF parce que, je ne sais pas, peut-être que dans ce cas d'usage, il y a besoin de générer un PDF. Et ensuite, on va l'amener à son dashboard une fois qu'il est inscrit. Bon, et tout ça, si par exemple l'API est un peu lente, si la génération de PDF, ça prend toujours un petit peu de temps, etc. Donc toutes ces étapes, ça va prendre peut-être, 10 à 15 secondes. Donc si la personne a une connexion lente, ça peut même aller encore plus lentement. Donc voilà, c'est pour limiter ce genre de choses qu'on utilise les back-end workflows. Parce qu'avec les back-end workflows, on peut passer directement de cette partie sign-up à la partie dashboard. Donc comme ça, on vient et hop, on squeeze tout ça pour arriver directement ici. Et avec ça, on gagne énormément de temps parce que justement, on se passe de ces 3 étapes au milieu qui, elles, sont plus consommatrices de temps. Donc c'est pour ça que les back-end workflows sont très utiles. C'est parce qu'ils nous permettent d'envoyer ces 3 étapes du milieu directement sur le serveur. Donc là, on est sur la page de l'utilisateur et ici, on est sur le serveur derrière. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle donc des back-end workflows. Alors maintenant, on va créer ensemble un back-end workflow qui va nous permettre de créer une tâche pas depuis le client de l'utilisateur, mais depuis le serveur. À noter par contre, et c'est important de le savoir dès le début, les back-end workflows ne vont fonctionner dès lors que vous avez un plan premium. Si vous avez un plan gratuit, ça va pas fonctionner. Les back-end workflows ne vont pas s'envoyer à partir du front. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est venir créer automatiquement notre back-end workflow. Donc là, je suis dans une application qui a un plan premium. Pensez avant à venir activer dans les réglages, comme je l'avais mis dans la vidéo sur les réglages, la possibilité de créer des back-end workflows. Donc vous allez dans Settings API et vous activez la première option sur la page. Et du coup, ici, nous, on va aller dans les back-end workflows. Donc là, on va dans les back-end workflows ici. Et là, on voit que j'en avais déjà qui sont ici. Mais je vais en créer un nouveau. Donc ici, je vais créer un New API Workflow. On remarque qu'il y en a 4 différents. Donc il y a New API Workflow ici. New Recurring Event, donc ça va être pour les événements récurrents. New Database Trigger Event, donc ça va être dès lors qu'il va se passer quelque chose dans la base de données, eh bien vous allez avoir la possibilité de faire des modifications. Donc là, on va créer notre API Workflow. On va l'appeler par exemple Create Task. C'est important que dans tous les cas, ça ne va pas marcher si vous ne pouvez pas mettre d'espace ici. Il faut que ce soit avec un trait du bas, un trait du 8. Un underscore pour justement bien les nommer. Et ensuite, au niveau des options, vous avez la possibilité d'exposer publiquement cet élément-là. Donc ça va être utile si vous avez besoin, par exemple, que les gens puissent ajouter des éléments à partir d'ici. Donc là, par exemple, je ne sais pas si la personne elle a envie de créer des tâches depuis un autre outil, et vous pouvez mettre cet endpoint à disposition et comme ça, les gens vont pouvoir envoyer des données. Ensuite, this workflow can be run without authentication. Ça, c'est vous avez la possibilité de restreindre l'accès à votre application avec un token d'authentification. Ça, c'est pour protéger votre app.
mais ça dépend des cas, parfois vous en avez besoin, parfois non. Ignore privacy rules when running the workflow, ça c'est pour ignorer les règles de confidentialité qu'on verra d'ailleurs quand vous déclenchez le workflow. Donc pour certaines choses où vous avez des règles qui sont un peu strictes, etc., vu que ici vous considérez par exemple que c'est l'admin qui va le faire, eh bien vous pouvez ignorer les règles de confidentialité pour justement faire les modifications que vous voulez faire. Ensuite, trigger workflow with post ou get. Alors ça, post, c'est ce que je vous avais expliqué. Post, c'est pour toutes les actions qui vont changer ou créer quelque chose, et get, c'est pour toutes les actions qui vont obtenir quelque chose. Donc get, c'est par exemple quand vous voulez avoir une liste de tâches, vous faites get. Quand vous voulez créer une tâche, remplacer une tâche, éditer une tâche, vous faites post. Donc ensuite, il y a plusieurs définitions. Soit vous utilisez une définition manuelle et vous allez mettre vos paramètres, soit vous faites detect request data. Et ensuite, vous avez la possibilité de détecter automatiquement le payload, c'est-à-dire les différentes données qu'on va être envoyées. Et ça, justement, on l'utilise notamment quand on a des gros payloads avec plein de données, comme par exemple l'API de Stripe. On va plutôt utiliser Detecting Request Data. Mais quand c'est pour vous et qu'il n'y a pas grand-chose à mettre dans les paramètres, je vous conseille de mettre Manual Definition. Ensuite, là, vous pouvez choisir la réponse. Est-ce que c'est une page redirect ou est-ce que c'est un JSON object? En principe, ce sera souvent un JSON object. Et ensuite, vous pouvez dire return 200 if condition is not met. 200, ça veut dire que c'est OK. Donc, vous dites que même si la condition n'est pas remplie, vous dites quand même que c'est OK. Ça, c'est encore une fois, c'est un edge case qui n'arrive pas tout le temps, mais au moins, vous savez à quoi ça sert. Donc là, on va ajouter deux paramètres. On va créer une première clé. Par exemple, on va mettre user et on va en mettre une deuxième qu'on va mettre nom de la tâche. Là, vous avez plusieurs options. Soit vous pouvez choisir le type que c'est. Donc là, par exemple, ici, je vais dire que c'est un user et ici, je vais dire que le nom, eh bien, ça va être juste du texte parce que ensuite, je vais créer ma tâche avec ça. Vous pouvez dire est-ce que c'est une list array, c'est-à-dire que est-ce qu'il y en a plusieurs éléments. Donc là, est-ce que par exemple il y aurait eu plusieurs utilisateurs? Vous pouvez dire oui. Vous pouvez cocher ça si c'est optionnel. Donc si par exemple, je ne sais pas, j'avais mis un nouveau élément qui s'appelle priorité et que la priorité est optionnelle, j'aurais coché la case optionnelle. Query string, vous allez l'utiliser principalement quand vous faites des get et vous allez l'utiliser pour envoyer une query, c'est-à-dire un mot-clé afin de filtrer votre liste de get. Donc là, j'ai mes deux éléments. J'ai mon API workflow, donc mon workflow qui est ici, qui est sur le back-end, donc ici dans le back-end. Et là, je vais créer mon action. Donc là, je vais faire create a new thing. Et je vais faire par exemple, tac. Ah oui, du coup, j'ai plus ici mes tâches. Donc je vais faire tâche comme ça ici. Et là, je vais créer donc nom comme ça, directement ici. Et ensuite, je vais faire make changes to a thing. Et donc là, je vais aller chercher l'utilisateur et je vais lui mettre une liste de tâches. Donc ici, je fais tâches. Je choisis ici la catégorie tâches et je dis que c'est une liste. Et donc là, je lui dis ajoute à ta liste de tâches le résultat de l'étape 1. Ok, donc là, j'ai ça. Et le nom, eh bien, je vais mettre le nom qui est envoyé par le backend workflow. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé deux clés. Une clé utilisateur qui correspond à un utilisateur, une clé nom qui est au format texte, et directement, lui, ce qu'il va me faire, c'est le nom, il me le donne ici, et l'utilisateur, il me le donne ici aussi. Donc là, je peux faire par exemple add, là, je peux sélectionner l'utilisateur, et là, je peux ajouter la tâche qui a été créée à la première étape. Donc là, c'est pour notre API Workflow, mais maintenant, comment est-ce qu'on le déclenche? Comment est-ce qu'on fait pour passer les données de la page où l'utilisateur est à notre backend? Et bien pour ça, on va retourner sur notre page test ici et on va venir mettre deux éléments. Donc on va mettre un input par exemple ici, tac, input. Voilà, donc là on a notre input qui est ici et on va venir lui mettre un bouton. Donc là, on sélectionne le bouton et voilà, on a nos deux éléments qui sont là, tac, directement. Et on va pouvoir venir jouer avec tout ça. Donc là, on a nos deux éléments. Là, on peut mettre, par exemple, nom de la tâche. Et là, on met envoyer. Donc là, on fait Start Edit Workflow. Et là, plutôt que de faire Create a New Thing comme on avait fait avec les workflows, on va faire autre chose. On va faire Schedule API Workflow. Et donc là, en fait,
vous en faites pas avec le schedule API workflow. Schedule, c'est vrai que dans notre tête, on a l'impression de se dire que c'est pour dans le futur. C'est juste qu'ils ont mis la même action, que ce soit dans le futur ou dans le présent, sous le même nom de schedule. Mais en principe, vous l'utilisez même si vous avez envie de lancer l'action tout de suite. Donc là, on sélectionne notre Create Task Workflow. On choisit une schedule date. Donc ça peut être par exemple maintenant, on fait current date and time. Mais ça peut être aussi par exemple current date and time plus 2 minutes par exemple. Donc là, plus minute 2. Et donc là, on dit ça va être dans 2 minutes. L'utilisateur, on peut dire c'est l'utilisateur qui est connecté. Et le nom, eh bien, tout simplement, on va dire que c'est ici, je sais pas, input nom de la tâche, value. Voilà, donc là, on a créé notre API workflow et on va aller tester tout ça. Donc là, j'ai mis en noir pour qu'on voit mieux. Je crée le nom de la tâche ici. Donc par exemple, je sais pas, acheter des cahiers. Et là, directement avec le debugger, je vais faire step by step. Et là, envoyer is clicked, schedule API workflow create task, schedule date midi 32. Et du coup, ensuite, il va nous créer la tâche donc à midi 32. Ok. Donc là, directement, ça s'est arrêté tout de suite. Et c'est là l'avantage des backend workflow. Et par contre, dans notre backend, directement ici, on va dans logs, on va dans scheduler. Et là, on voit tous les événements qui ont été planifiés. Et donc là, on voit que la personne, cet utilisateur-là, a créé une tâche acheter des cahiers. Avec l'API event, il nous remet bien ici. Donc c'est là où on peut voir tous les événements dans le futur. On peut aussi les annuler et on peut voir justement lesquels vont être créés. Et dès lors qu'on va arriver à midi 32, la tâche va être effectivement créée et va arriver en base de données. Et donc là, il est midi 32 et on a bien notre élément acheter des cahiers qui a été créé dans la base de données. Et voilà, c'est fini pour cette petite vidéo sur les backend workflows. J'espère que ça vous a servi. En tout cas, c'est comme ça qu'on fait en sorte que notre app Bubble soit beaucoup plus fluide. Ça permet de décharger le front, ça permet de tout mettre derrière. Donc vraiment hyper utile. N'hésitez pas à aller tester la fonctionnalité par vous-même. Et si ça vous plaît, pensez à liker cette vidéo, pensez à la partager si ça peut servir à des gens de votre entourage. Pensez à vous abonner à mon édito, edito.teo.fr et à aller regarder mes formations. Sinon, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, gardez toujours cette envie d'entreprendre. Ciao.